Donc on est très content aujourd'hui pour ce nouveau numéro des débats communistes organisé par Nos Révolutions de recevoir Bernard Wasser, qui est professeur de philo et directeur honoraire de la maison Triolet-Aragon, et puis auteur de nombreuses monographies d'artistes contemporains. En l'occurrence, tu es aussi un contributeur actif à la pensée marxiste. On va parler un petit peu de ton travail éditorial récent qui nous réunit aujourd'hui. Bonjour Bernard. Bonjour, merci de ton invitation. Merci à toi d'avoir bien voulu être là et d'avoir été aussi disponible. Donc tu sors ici aux éditions du PCF 93 cette petite brochure qui s'appelle « Sortir du capitalisme, socialisme ou communisme ». Avant ça, tu as commis avec Bernard Friot ce bouquin un petit peu plus gros qui s'appelle « Le communisme qui vient ». On va pouvoir parler de tout ça. On se réunit dans un contexte un peu particulier puisqu'on est dans un contexte de congrès du Parti communiste français. Alors pour nous qui sommes militants communistes, ça veut dire quelque chose, un congrès du Parti communiste français. Et ici débat de quelque chose qui va être un petit peu surprenant peut-être pour les gens qui nous écoutent, puisqu'ici débat, la direction propose un texte d'orientation qui propose le socialisme aux couleurs de la France. Alors évidemment pour les gens c'est un petit peu bizarre de découvrir qu'au congrès du Parti communiste on discute du socialisme. En réalité, on va le voir, c'est un mot, à défaut du concept, mais en tout cas, c'est un mot qui est assez largement partagé dans l'histoire du mouvement ouvrier et qui fait l'objet de débats un peu pointus depuis longtemps et depuis plusieurs décennies dans l'histoire du mouvement ouvrier, à la fois du mouvement libertaire, on a eu socialisme libertaire, à la fois des traditions réformistes avec évidemment le Parti socialiste, et puis aussi du mouvement communiste. Bon, nous, Bernard, on ne se connaît pas forcément très bien. On se rencontre là pour la première fois. On s'est eu au téléphone avant, évidemment, pour préparer la rencontre. Très bien, mais on ne se quitte plus maintenant. On ne se quitte plus. On va devenir les meilleurs amis du monde. On a sans doute des différences de regard sur les différents sujets. On va essayer de les explorer et de les mettre en discussion, de les rendre accessibles et de les rendre plaisantes pour les gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, par-dessus tout, ce qu'on veut et ce qu'on aime et ce qu'on voudrait faire vivre aujourd'hui, c'est le débat. Parce qu'après tout, moi, en tout cas, je suis assez convaincu que c'est comme ça qu'on fait un parti communiste, avec des gens différents qui débattent. Bon alors Bernard, entrons directement dans le vif du sujet, moi je dois avouer que j'ai pas lu, là tu m'as apporté les brochures, je vous invite vraiment à les découvrir, ces petites brochures, ces petits textes. Et on peut se la procurer en prenant contact avec la fédération de Seine-Saint-Denis. Mes amis, mes camarades. La fédération du PCF 93, parce que toi tu es militant à Bobigny, si je dis pas de bêtises. Oui. Alors dis-moi, directement, t'en penses quoi, toi, du communisme aux couleurs de la France? De quoi il s'agit? Alors, le socialisme aux couleurs de la France, c'est déjà quelque chose qui a été élaboré il y a, je sais pas, en 86, par là, ou même peut-être avant. En tout cas, c'est à un moment où on voulait... Pourquoi on ajoute pour la France un socialisme? Parce qu'on voulait montrer qu'il y avait une différence entre le socialisme proclamé qui existait en URSS, en URSS, alors, et celui qu'on voulait construire en France et qu'on concevait comme un socialisme dans la liberté, le pluralisme, tout ce que n'étaient pas les socialismes. Bon, alors, ça me paraît vraiment curieux de reprendre, de reprendre cette formule aujourd'hui, parce qu'il me semble que d'abord l'URSS a disparu, donc c'est un peu une faillite, quoi. Tu vois, c'est une implosion, c'est tout ce qu'on veut. Même s'il y a des camarades qui sont tristes, faut bien constater que ça n'existe plus. Les Chinois disent que, je regardais ça dans le dernier bouquin de Xi Jinping, il dit la Chine en est au stade primaire du socialisme, celui d'une économie de moyenne performance. Bon, alors tu vois, quant au communisme, il dit c'est un idéal dans le ciel. Bon, donc on n'a rien à faire de ça. Moi, ce que je veux dire, et j'en viens alors au communisme, c'est au fond remettons-nous en tête la première phrase du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels en 1848 qui dit « Le communisme, c'est l'histoire de toute société jusqu'à nos jours et l'histoire de lutte de classe. » Donc le communisme, pour moi, c'est d'abord une très haute ambition. C'est de faire advenir une société sans classe.
où il n'y a pas de domination, où il n'y a pas d'aliénation, où il y a une émancipation, où chacune peut devenir maître de sa vie et en particulier de son travail. Alors, je trouve que ça, alors vraiment, s'il y a une chose dont il faut parler en ce moment, c'est bien de ça. C'est une ambition considérable, mais qui répond à la situation du monde telle qu'elle est aujourd'hui. Tu vois, il faut faire en quelque sorte construire un monde en dehors de la domination étatique et en dehors de l'exploitation capitaliste. Eh bien, allons-y, et d'autant plus, je pense, avec Bernard Friot, que naturellement, les luttes populaires, la CGT a été créée en 1895. Dire que tout ça, c'est des luttes extérieures, ça veut dire que pendant un siècle, les salariés, les travailleurs, les forces populaires, plus généralement, se sont tournés les pouces et n'ont rien conquis. Alors ça, c'est vraiment impossible à accepter. Donc, il y a des éléments, on en parlera, je pense, de communisme dans une société capitaliste comme la nôtre. C'est pas le communisme, mais c'est du communisme qui existe déjà et dont on peut s'emparer pour le généraliser, pour le rendre plus fort et pour avancer. Voilà. Alors c'est hyper intéressant tous les sujets que tu mentionnes. J'avais regardé en fait, avant de venir, j'avais sollicité 2-3 copains parce que moi je suis pas historien et j'avais pas trop les éléments. Socialisme aux couleurs de la France, je me demandais d'où ça venait parce qu'évidemment aujourd'hui c'est bizarre, en quoi le socialisme aux couleurs de la France se distinguerait du socialisme aux couleurs de l'Italie ou de la Belgique. On se demande, bon effectivement c'est une référence à l'Union soviétique et il s'agit de décrire un chemin qui serait différent de celui de l'Union soviétique. En fait c'est un slogan qui accompagne toute l'histoire de l'Union de la gauche. Dès 1973, marcher dans son défi démocratique. Alors toi, tu le sais, puisque tu as été 10 ans, tu me disais tout à l'heure, au secrétariat de marché. Et du coup, c'est une manière, le socialisme aux couleurs de la France, de dédiaboliser la politique du Parti communiste au sein de l'Union de la gauche. Je voyais que Canapa, en 1973, fait un rapport en disant, on a les législatives qui viennent d'avoir lieu, fait un rapport en disant, bon, il y a encore des blocages sur la question, les gens sont inquiets sur les questions de la liberté, sur les questions de la propriété et sur les questions de la démocratie. Il faut lever ce blocage. Donc il faut bien leur dire que ce qu'on propose, c'est pas le chemin pris par l'Union soviétique. Ensuite, c'est un mot d'ordre important du 22e congrès en 1976, c'est ça. Qui est peut-être connu le plus rétrospectivement pour être le congrès qui... abandon de la dictature abandon du mot d'ordre de la dictature du prolétariat. On a dit à l'époque, oui. Ouais. Et donc là, on met de plus en plus en avant Socialisme pour la France. Et il devient absolument central au 24e congrès, en 82, donc pendant la participation gouvernementale. Et donc c'est vraiment un mot d'ordre qui accompagne les politiques d'union de la gauche du Parti communiste et de cette époque-là, quoi, du programme commun et de sa rupture en 70 et au début des années 80. Et tu parlais d'étatisme et de la question de l'État. C'est hyper intéressant parce que tu vois, moi je suis pas philosophe, donc pour penser, j'ai besoin de la situation politique et j'ai besoin de me positionner politiquement. Donc j'ai lu le texte là émis par la direction nationale du Parti communiste. Et c'est vraiment intéressant parce que ce qu'ils décrivent sous le nom de socialisme aux couleurs de la France, en fait, c'est vraiment un étatisme, l'idée d'après laquelle l'État doit assumer davantage de fonctions par rapport au privé. Bon, pourquoi pas, discutons-en, mais doit assumer davantage de fonctions par rapport au privé. Progressiste, donc pour réaliser le progrès social. Mais par contre, il y a deux questions qui n'existent pas dans la description. C'est hyper intéressant parce que tu vois, ils disent oui, le socialisme c'est une visée révolutionnaire qui à son terme mène au communisme, ce que tu viens de décrire avec l'idée d'après laquelle le communisme c'est pour voilà. Mais par contre, visée révolutionnaire, il n'est pas question de révolution. Il n'y a pas de description stratégique de qu'est-ce qu'on entend par faire la révolution. C'est-à-dire que comment se propose-t-on qu'une classe remplace l'autre, renverse l'autre à la tête de l'État, ou mieux encore, à la tête de la société. Et j'ai été frappé par le fait qu'il y a plusieurs sujets qui sont abordés. Tu vois, il faut développer les biens communs et tout ça, l'appropriation sociale et tout ça. Mais par contre, ce segment-là de texte ne décrit à aucun moment comment on organise le fait que ce soit les gens qui travaillent qui décident. Ben oui. Et ça, c'est absent complètement. C'est vraiment, tu pourrais te dire,
Après tout, ça pourrait être géré par ou avec des bourgeois directement, ce socialisme progressiste, cet étapisme progressiste, et y compris ça a été le cas. En France, on a eu des périodes d'étatisme progressiste. Troisième République, c'est ça. On a le progrès humain qui se déploie en lien avec des partis bourgeois, le parti radical et des choses comme ça. Et tu te demandes, mais alors, où est la rupture ? Il parle, c'est un moment de rupture, le socialisme. Où est la rupture si les gens ne reprennent pas le contrôle et si les travailleurs ne reprennent pas le contrôle sur la direction de la société ? C'est ça qui m'a frappé, effectivement, oui. C'est l'étatisme, avec une formule qui trahit ça. Alors, là, je n'ai pas pris la note, mais à un moment, ils disent « c'est important que les décisions associent l'État et les travailleurs ». Présentés comme des choses différentes. Donc il ne s'agirait pas de remettre l'État dans les mains des travailleurs. Qu'est-ce que tu en penses de ce sujet de l'État ? Comment on traite la question de l'État ? C'est la grande faiblesse de ce texte, c'est que ça nous ressort des thèmes et des notions qui ont 50 ans. 76, le 22e congrès, ça fait 50 ans. Il faut fêter l'anniversaire des gens qui ont 50 ans, naturellement. Mais enfin, là, il s'agit de concepts et il s'agit de politique. Et alors, il y a plusieurs choses à voir. Pourquoi, par exemple, moi, tu vois, tu disais, j'ai été philosophe. Je suis philosophe, enfin, je suis vieux maintenant. J'étais prof de philo, et moi, je suis devenu communiste parce que j'ai lu des textes de Marx sur le communisme. Moi, je suis de l'époque, j'avais 20 ans, au moment où Althusser publiait lire Le Capital, donc je me suis enfermé avec des copains, on a lu Le Capital et ça fait de la longueur, hein, tu vois. Bon, donc pour nous, l'intérêt, c'était de montrer en quelque sorte, oui, que c'est le communisme qu'il faut pour transformer la situation. Donc on s'est interrogé sur ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique. Deuxièmement, j'ai adhéré au Parti communiste dans cet élan de lecture pour le communisme et j'ai adhéré et je me suis rendu compte que s'il y a un truc dont on ne parlait pas au Parti communiste, c'est bien du communisme, tu vois. Donc j'ai été pris à contre-pied. On parlait du programme commun et de l'union de la gauche. Et on me disait, ne sois pas impatient, attends, tu vois, il ne faut pas brûler les étapes, etc. La vérité oblige à dire qu'en réalité, dès lors que tu as une politique d'union, et tu cherchais là l'union de la gauche. Le premier dirigeant du Parti communiste qui a proposé l'idée d'union de la gauche, c'est Maurice Thorez en 1964 au congrès d'Ivry. Et ensuite, Waldeck-Rochet a repris l'affaire et après, Georges Marchais était évidemment obligé de se couler dans ce moule. Or, l'idée, c'était de dire, le communisme, c'est à nous. Donc, si on fait de l'union, on ne peut pas demander aux autres partis de mettre du communisme, tu vois, puisqu'il n'y a que nous qui pouvons être communistes. Alors que, donc, le communisme, propriété privée du Parti communiste, tu vois. Donc, déjà, tu te dis, ah ben alors, c'est dommage, parce que moi, je disais ça, mais alors, écoutez, vous êtes le Parti communiste, ça a une riche histoire populaire, ouvrière, Front populaire, etc., résistance, libération, formidable, mais en même temps, vous nous expliquez que le communisme n'est pas d'actualité. Qu'est-ce qui est d'actualité urgent ? C'est de faire l'union sur des choses populaires, mais qui ne sont ni communistes ni socialistes, qui ne se réclament ni du communisme ni du socialisme, parce que nous, on ne voudrait pas. Le socialisme appartient au Parti socialiste, tu vois. Et donc, tu fais un programme sur quoi ? Tu ne fais pas un programme pour, tu fais un programme contre ce qui est. Puisque dès que tu fais du pour, tu empiètes sur des propriétés privées. Donc tu fais du contre. Et moi, j'ai toujours pensé que, tu vois, le capitalisme, il existe depuis des siècles, et c'est pas de dénoncer qu'il est méchant, qu'il est, tu vois, qui fait avancer en quoi que ce soit la conscience qu'on peut en sortir.
Or, c'est surtout ça qu'il faut montrer aux gens. Je me rappelle... c'est un incident, mais une anecdote plutôt, mais tu vois, le Parti communiste italien s'est sabordé en 1985, je crois, dans ces coins-là. Et en France, donc, il y a eu des camarades qui ont dit on devrait faire pareil. Tu sais, le Parti communiste italien, Berlinguer disait l'effet propulsif de la révolution d'octobre a fini, ça n'inspire plus l'Union soviétique, autrement dit. On ne peut plus se réclamer de ça. Eh bien, la question, c'est donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je me souviens qu'en France, des camarades avaient dit il faudrait faire pareil que les Italiens. Bon, on y a cru, et maintenant, il faut abandonner. Bon. Alors, je me souviens, Marchais m'avait dit tu vas faire un papier que je signerai dans l'Humanité pour expliquer non, il faut rester le Parti communiste. Bon, et alors, quand même, je lui ai fait le papier, machin, bon. Et à la fin, je lui dis mais enfin, Georges, j'avais évidemment de très bons rapports avec lui, puisque je le voyais tous les jours. Comment... Tu reconnais, tu me dis, il faut qu'on reste le Parti communiste, mais le communiste n'en parle jamais. Et alors, il avait un geste qui consistait pour moi à regarder le ciel, tu vois. Pour lui, la philosophie, c'était le gars qui est dans les nuages, tu vois, bon. Et alors, eh bien, il me disait, mais c'est pas dans la tête des gens. Il faut donc procéder par étapes. Et moi, je lui disais, mais si tu mets pas l'idée communisme, et c'est bien fait, je te dis pas qu'il faut répéter le mot communiste toutes les 3 lignes pour l'être, mais pour donner une idée de fabriquer des proposants. Nous proposons, nous sommes actifs. Le mouvement populaire, il n'est pas seulement contre, il est pour prendre le pouvoir d'État, pour prendre la tête, la souveraineté, redonner la souveraineté aux gens, aux travailleurs, sur le travail qui les occupe, sur leur emploi, et sur le travail social en général. On ne peut pas avoir des vies fractionnées entre... Tu vois, on nous dit, nous sommes dans la démocratie. Alors la démocratie, ça veut dire vous pouvez vous choisir des dirigeants. Mais une fois que vous les avez choisis, vous rentrez chez vous. Bon. Et alors ça encore, on peut peut-être l'entendre, encore que ça paraît quand même un peu bizarre, mais un peu limité, on en reparlera sûrement. Tout ce qui est électoral est limité, tu vois. C'est Marx quand même qui parlait du crétinisme parlementaire. Bon. Donc l'idée là est de dire mais il faut fabriquer des sujets de l'histoire si on veut la faire avancer dans le sens d'une émancipation, alors que l'humanité, l'espèce humaine a vécu dans des soumissions, esclavage, servage, etc., toutes sortes de domination et d'aliénation. Et aujourd'hui, et je voudrais qu'on en parle aussi, nous sommes en mesure de dire non, on reprend notre vie entre nos mains. Au fond, c'est ça le communisme. Ça veut dire si je prends une manière très simple de parler, les outils, l'outillage, etc., la tech, etc., tout ça, c'est fortement moderne. On a des pouvoirs considérables qu'on n'avait pas avant. Et les gens qui sont chargés de faire ça, de faire fonctionner ces outils, ces machines ultra-modernes, etc., eux, ils en sont toujours au salaire et au SMIC. Tu vois, donc c'est la contradiction de fond dont Marx nous dit « emparez-vous ». Hein, mettez la société à l'heure de vos techniques, en quelque sorte. Tu vois, et quand on voit qu'en plus, derrière les techniques, il y a l'ombre de l'extrême droite qui se pointe, alors, évidemment, tout ça, tu ne le devines que très peu dans le texte de
la direction. Je reviens à notre point de départ de la direction actuelle du Parti communiste. Oui, ça, c'est sûr. Hélas. C'est hyper intéressant et bien et fécond. Je trouve que tu ouvres sur la contradiction entre le développement social des forces productives et le caractère privé des rapports de production. Parce que c'est ça c'est central partout. On voit partout que les choses sont évidemment extrêmement collectives, qu'elles sont extrêmement communes, qu'elles sont faites et utilisées par plein de gens, et pourtant elles se retrouvent dans les mains d'une petite poignée, et on voit bien que ça empêche y compris leur essor, le fait qu'elles soient dans les mains d'une petite poignée. Donc je te remercie beaucoup d'avoir souligné ce point-là. Sur le sujet du pouvoir et de l'élection, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. En fait, tu disais à un moment, bon, le crétinisme parlementaire et tout ça, mais je crois, y compris que dans le camp de l'émancipation, on a à réfléchir à ça, la question de l'élection. Je disais tout à l'heure, le texte là, de l'équipe de Fabien Roussel, de la direction du parti, il ne pose pas la question de quelle classe dirige l'État, quelle classe dirige la société. C'est vrai que quand tu discutes avec quelqu'un, tu dis, mais attends, effectivement, on nous dit on est en démocratie. Démocratie, le pouvoir du peuple. Bon, mais on décide quoi dans cette démocratie ? Oui. Qu'est-ce qu'on décide ? Est-ce qu'on décide la doctrine de maintien de l'ordre de la police ? Non, on ne décide pas ça. Est-ce qu'on décide le montant des salaires ? Non, ça on ne décide pas. Est-ce qu'on décide les manières de produire de l'électricité ? Non, ça on... Et en fait, tu fais la liste et tu te rends compte qu'effectivement, tu es en démocratie pour une décision tous les 5 ans, et cette décision tous les 5 ans consiste à renoncer à tes droits démocratiques ou à tes exigences démocratiques en tout cas, et à décider qu'un type qui va se retrouver élu va prendre toutes ces décisions-là à ta place. Et en fait, ce type, c'est pas juste un individu, c'est pas juste une... Voilà, ce type, c'est le porte-parole de toute une classe dont on voit un gars comme Macron, il sort de milieux bien précis, il est en dialogue avec des milieux bien précis, et il bosse pour les propriétaires du capital, quoi. Et du coup, tu te retrouves à avoir le droit, ponctuellement, de décider quel lieutenant des propriétaires du capital va prendre les décisions. Et en fait, tu te rends compte, quand tu discutes avec les gens, quand tu discutes vraiment, que être en démocratie, pour eux, ça ne veut pas dire que le peuple a le pouvoir, ça veut dire, c'est la démocratie au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire que tu as des droits individuels qui garantissent tes libertés et qui font que tu as le droit de dire à haute voix, je suis mécontent du régime, ou ceci ou cela, sans aller en prison. Même ça, y compris, ça commence à être un petit peu mis en difficulté. Mais c'est ça que ça veut dire, pour eux, être en démocratie. Et je pense qu'on a vachement besoin de sortir de ce piège-là, parce que tu vois, on a un copain de nos révolutions à un moment qui nous disait, mais le communisme, c'est la démocratie portée jusqu'au bout, parce que c'est un processus de prise de pouvoir permanent, au terme duquel chacun et tous, on a l'ensemble du pouvoir dans les mains. Et je trouve ça pas faux comme manière de réfléchir. Et tu vois, sur communisme, t'as mentionné le fait que la transformation permanente, les luttes et tout ça. Moi, en préparant cette discussion, je me suis rendu compte que dans ma représentation du communisme, il y avait 4 définitions coexistantes. Et qui ne sont pas les mêmes, quoi, qui veulent vraiment pas dire la même chose. Alors, je te les donne. La première, bon, c'est celle... Moi, je la trouve un peu tarte à la crème. On a raison de la mettre parce qu'elle donne à voir un peu le processus de transformation et l'extrême vitalité et l'extrême généralité de la dialectique marxiste et la dialectique hegelienne. C'est le communisme comme mouvement réel qui abolit l'ordre existant. Oui, donc, ça, c'est une idée pour Marx de dire le communisme, ça n'est pas l'imagination utopique d'une merveilleuse société de l'avenir. C'est le mouvement réel, etc. C'est en mouvement et c'est réel, donc c'est objectif, c'est en dehors de la décision qu'on en fait. Bon, il y a cette première définition. Alors, dans le manifeste, c'est plus ça. Le communisme, le spectre du communisme, en fait, c'est le spectre des communistes. Oui. Ce que ça veut dire vraiment dans le manifeste, c'est que des gens arrivent, qui se disent communistes, qui sont la traduction politique des luttes de classe du prolétariat, et à la fin, il finit par un programme, d'ailleurs, en disant, voilà, il faut exproprier, etc. Bon. Donc on a tu noteras que dans le programme, le manifeste du Parti communiste, le parti, au sens moderne du terme, ça n'existe pas en 1848. Donc ce sont des idées. Du camp communiste, c'est ça que ça veut dire dans sa bouche. Et du camp communiste, qui est loin d'être le seul, puisqu'il y a les idées socialistes, etc., anarchistes, tout. Bon. Et l'idée du camp socialiste, à partir de 1872, et la préface anglaise, à l'édition anglaise du communisme, à la réédition du communisme. Tu sais, le communisme, l'écriture, c'est 1847-1848, et puis ensuite, il y a des rééditions avec à chaque fois des préfaces qui actualisent un peu le thème.
Et en 1872, Marx et Engels publient une version du communisme qui s'appelle Manifeste du communisme. Le mot parti a disparu. Et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un mouvement social d'ensemble qui, à l'époque, est vécu comme quelque chose qui est susceptible d'une tâche qui peut se répandre et qui conquérir des forces. Voilà. Donc c'est pas la propriété privée du parti comme ça a été perçu après en Union soviétique, où le parti avait même un P majuscule, tu vois, il n'y avait même plus besoin de préciser. Le parti. C'est vrai ça. Je suis d'accord que c'est la propriété privée d'aucun parti, mais je pense quand même que, et c'est cette lecture-là du manifeste qui me fait penser ça, que c'est compliqué de distinguer l'histoire du communisme de l'histoire des communistes et de l'histoire, je veux dire, des individus absolument. Et des collectifs qui subjectivement se sont investis dans ce Absolument. combat-là, et que c'est quand même eux le communisme à la fin. Absolument. C'est l'objectif qui devient subjectif. Oui, c'est la classe en soi qui devient classe pour soi, comme disait Marx. Oui. Donc tu as cette caractérisation-là. Tu as la caractérisation de la critique du programme de Gotha, dont on parlait rapidement, et dont je sais que tu as beaucoup de choses à dire, où il décrit, en gros, il décrit le communisme comme une formation sociale, caractérisée comme le capitalisme par une série de caractéristiques à la fois économiques, à la fois politiques et tout ça, et qu'il l'a décrit en deux phases. Il y a une phase inférieure du communisme et une phase supérieure. Tu vas pouvoir en dire quelques mots sur la question de la subvention, parce que c'est le moment où le nouveau mode de production prend le dessus sur l'ancien, et désormais la société fonctionne d'après ses règles à lui. C'est-à-dire qu'en effet, ce thème de la subsomption formelle et de la subsomption réelle, il faut peut-être préciser pour les amis, pour ceux et celles qui nous font l'amitié de nous regarder, que subsomption, ça veut dire subordination, mettre en subordination. Et c'est la mise en subordination du travail. Et ce que veut dire Marx, c'est que toute société prend ses racines dans la société où elle naît, mais d'où elle vise à sortir. La société bourgeoise, elle est née dans la société féodale. Il y a eu en quelque sorte des déjà là bourgeois au sein du féodalisme, le capital bancaire, le capital commercial, la rente foncière, etc. Tu vois, les avares, tous les portraits de Balzac et des financiers de Zola. Bon. Donc, ça existe. Et en même temps, ça, c'est ce qu'il appelle la subsomption formelle du travail sous le capital. C'est-à-dire que là, par exemple, le paysan qui avait sa terre ne l'a plus. Et donc, qu'est-ce qui devient ce paysan ? Il faut l'envoyer à la ville, parce que là, c'est dans la ville que se déploient les grandes usines, et donc il devient salarié. Voilà. Donc on a préparé, le capital s'est préparé en quelque sorte au sein de la société féodale, mais il n'est devenu vraiment le capitalisme qu'après ce qu'on appelle parfois la révolution industrielle, c'est-à-dire quand c'était plus les friches agricoles ou collectives des paysans, plus les biens de l'Église, mais c'était pas non plus les échoppes d'artisans, mais où c'était les grandes usines. Et là, Marx a dit, là c'est le travail même qui est le mode de production capitaliste qui est devenu réel. C'est-à-dire que, au départ, ce qui est soumis, c'est le travailleur. Dans la phase subsomption formelle, il devient un salarié qui doit vendre sa force de travail parce qu'il est dépourvu de tout, qui doit vendre sa force de travail sur le marché. Bon. Et puis après, une fois que tous ceux-là sont passés de la ville à la campagne, de la campagne à la ville, et que ils sont, qu'est-ce qu'ils font ? Ward Dickens, David Copperfield, etc. Qu'est-ce qu'ils font ?
ils sont obligés de de vendre leur force de travail pour un certain temps et pour travailler. Et le travail qu'ils trouvent, si tu veux, Marx a une formule très belle, il dit c'est le travailleur qui manie l'outil lorsque c'est la subsomption formelle du travail. Mais lorsque le capital a pris l'organisation même du mode de production, alors c'est la machine, c'est plus l'outil, c'est la machine, et c'est la machine qui commande à l'ouvrier. C'est le travail mort de la machine qui commande le travail vivant de l'ouvrier. Voilà le monde à l'envers. C'est l'inversion capitaliste qu'il s'agit d'inverser aujourd'hui, en donnant aux travailleurs, aux travailleuses, la pleine souveraineté sur leurs tâches, sur leur travail, de manière à ce que ça ne reste pas un travail qui est extérieur à eux et un travail qui sera jugé en souffrance. Moi, je me souviens, mais dans mon enfance lointaine, les vieux ouvriers disaient, quand ils allaient à l'usine, ils disaient « je vais au chagrin ». Bon, pour que ça cesse d'être un chagrin, le travail, il ne faut pas seulement leur donner des vitamines et leur faire bouffer de ceci ou de cela, même si ce n'est pas négligeable, mais il faut surtout leur donner la souveraineté, faire en sorte... La grande question, on nous dit, c'est celle du sens du travail. Eh bien, très bien. Donner un sens au travail, tu vois. Et ça veut dire donner à ceux qui l'accomplissent la décision sur ce qu'ils font. Voilà. Et la manière de le faire. Donc, c'est ça le communisme comme mode... le capitalisme devenu en quelque sorte réellement... qui domine réellement le travail. C'est-à-dire, il domine pas seulement la personne de l'ouvrier, l'individu, il domine la classe tout entière de ceux qui sont... Voilà. Et donc, c'est à partir de là que Marx dit « ça ne peut pas rester dans l'état où c'est », et par conséquent, subjectivement, va naître l'idée qu'il faut en finir avec ce monde. Vous voyez, tu vois, quand je vois ce qui s'écrit sur le travail aujourd'hui dans les librairies, on nous dit c'est la souffrance au travail. Mais on naturalise la souffrance. On ne voit pas qu'en réalité, c'est la souffrance dans le travail capitaliste. Et c'est avec ça qu'il faut finir. Je suis d'accord avec ce que tu dis, y compris sur cette question des embryons capitalistes qui commencent, des embryons capitalistes qui commencent à préexister dans la société féodale avec la classe des marchands qui commence à émerger au XIIe siècle, en Italie, puis aux Pays-Bas, ou l'inverse, je ne suis pas historien. Alors en plus le colonialisme, Christophe Colomb, 1492... toute la fin du livre 1 du Capital de Marx, l'accumulation primitive, il décrit ça avec les enclosures, avec la manière dont se construit graduellement une classe capitaliste, et en fait même un système capitaliste. C'est intéressant de se demander, donc si les modes de production, et c'est vrai que les modes de production se juxtaposent toujours un peu partiellement dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai que la féodalité commence avant la chute de Rome, en réalité. Bon, on a toujours des moments de juxtaposition comme ça. Donc on a à se demander, et on est comme militant de l'émancipation, on a à se demander qu'est-ce qu'on a sous les yeux qui annonce le mode de production, les modes de production et les manières de vivre et les sociétés nouvelles à venir. Moi, je me suis noté 3 petites pistes sous lesquelles je pense que c'est intéressant de regarder, parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de la longue histoire, et du long travail marxiste, c'est-à-dire reprenant les idées de Marx après Marx, sur le communisme et le socialisme. Rosa Luxembourg, sur ce sujet-là, elle a un bouquin qui a fait grand bruit à l'époque, qu'on a un petit peu oublié maintenant, qui s'appelle « Réforme sociale ou révolution », et où elle polémique avec Edward Bernstein, lequel dit ce qui compte, c'est le mouvement, c'est pas la destination finale, c'est pas le but. Et du coup, elle dit, elle, son gros point, c'est de dire, ce qui est essentiel, c'est la destination finale, c'est-à-dire la révolution, c'est-à-dire le moment où une classe en remplace une autre à la tête de la société.
société. Et Bernstein lui dit, mais attendez, camarade Rosa, ils sont dans le même parti à l'époque, hein, le Parti social-démocrate allemand, et Bernstein lui dit, mais vous voyez bien qu'il y a des réformes positives, il n'y a pas besoin de la révolution pour que la société avance dans la bonne direction. Et la réponse que Luxembourg fait, c'est les réformes positives, les réformes qui avancent vraiment dans la bonne direction sont toujours le sous-produit de luttes révolutionnaires. C'est parce qu'on se bat pour la révolution, c'est parce qu'on se bat pour que le monde change de base, qu'on est capable d'engendrer des réformes qui changent effectivement de base. Et c'est évidemment comme ça que j'ai en tête, évidemment vous devez en parler, commençant à te connaître et connaissant Bernard Friot un petit peu mieux que toi. Je suppose que vous parlez pas mal de la Sécu, du statut de la fonction publique et de ces choses-là qui sont nées dans l'immédiate après-guerre. Et tu vois, les gens, c'est fou parce que, y compris dans les milieux militants, pour beaucoup de monde, ces réformes-là, réformes au sens avec un R majuscule peut-être, mais enfin ces réformes de très grande ampleur, elles sont le fruit de la capacité à se parler avec une bourgeoisie progressiste. Ce qui est invraisemblable comme lecture rétrospective de l'histoire, parce qu'en réalité, cette période-là de l'immédiate après-guerre, d'une part, cette période, elle commence quand même. Alors oui, il y a des grands mouvements militaires, etc., mais il y a quand même une insurrection victorieuse à Paris, donc c'est-à-dire que la classe ouvrière est dans une situation de rapport de force, y compris de la force entendue au sens non métaphorique du terme, hyper importante. Et puis tu as toute une période de lutte de classe hyper intense, y compris allant jusqu'à la grève insurrectionnelle de 47, hyper forte, et où là vraiment tu as de grandes réformes, mais qui sont engendrées par la tension même de on ne sait pas dans les mains de qui va finir le pouvoir en France entre 44 et 47. Et du coup, dans ce moment-là, on peut percer des brèches et on peut avancer et construire des choses qui annonce effectivement, je pense, le mode de production à venir et du point de vue de la répartition des richesses, mais aussi de leur production. Donc c'est le premier aspect de ce qu'on appelle des dégélas communistes qui me semble important. Mais tu me permets de te couper, enfin pas de te couper, de m'inscrire dans ce que tu dis, parce que tu parles de Rosa Luxembourg. Ouais. Et en effet, Rosa Luxembourg parle du socialisme. Bon. Pourquoi ? Eh bien, parce que, je crois que c'est important de le dire, le mot communisme n'a pas... qui donc apparaît qu'il n'apparaît pas, il y avait des communistes utopiques avant, etc. Mais enfin, bon, qui devient une force politique avec Marx et Engels, il y a 1848, qui est le printemps des peuples en Europe, mais qui est alors réprimé avec une violence et une sanguinaire, etc. À Paris, c'est juin 48, après février 48, la Deuxième République, c'est-à-dire le massacre. Bon, eh bien, l'idée, tu parles de la commune, Marx dit, qu'est-ce qu'elle a de montré de formidable, la commune ? C'est du très possible communisme. Parce que, dit-il, elle a mis en bas ceux qui se croient naturellement en haut, dans l'organisme d'État, dans l'image naïve de l'organisation de l'État. Il y a ceux qui pensent que c'est naturellement que le pouvoir leur appartient, c'est les bourgeois, hein, même s'ils sont socialistes. Les socialistes pensent toujours que les pauvres ont besoin d'un chef, d'un leader, etc. Bon, non, les pauvres, ils ont besoin de diriger, de ne plus l'être et de diriger un peu leur vie, quoi. Voilà, bon. Donc, tu vois, le mot communisme, à ce moment-là, disparaît. Parce que, tu vois, c'est un peu... Je prends un exemple un peu bête pour faire comprendre. Tu sais peut-être ce que veut dire Despotron Jacquet. Non. Non, tu sais pas, c'est normal, c'est une expression qui a disparu. Et on dit aujourd'hui Despotron Minet. Alors, ça veut dire tôt le matin. Qu'est-ce que c'est que le Jacquet ? C'est l'écureuil. Tu vois, c'est l'écureuil. Alors l'écureuil, quand il se réveille, il lève la queue et on lui voit les fesses, si j'ose dire. Enfin, je sais pas si un écureuil a des fesses, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Et deuxièmement, comme l'écureuil a disparu de la vie des gens, parce qu'avec le recul des forêts et le passage à la ville, on a créé l'expression Despotron Minet, où c'est le chat. Et effectivement, le chat, quand il se réveille tôt le matin,
il lève la queue et on lui voit le... Bon. Alors, c'est pour te dire, voilà, Jacquet, personne n'utilise cette expression, mettons-nous dans la situation où quand Jaurès écrit, Gramsci écrit, Rosa Luxembourg écrit dans les années Lénine. Après la mort de Marx, et dans les années fin du 19e, début du 20e, le mot communisme a disparu de l'usage. Et donc, on parle de quoi ? On parle du post-capitalisme, et ce post-capitalisme, on le conçoit un peu à la manière des élections gagnées. Et une fois que tu as gagné les élections, tu formes un gouvernement d'amis du peuple, si tu veux, et c'est ces amis du peuple qui vont ensuite redistribuer les valeurs créées, les richesses. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, la taxe Huxman. Il y a des très très riches et des très très pauvres, donc il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres, oui. Et alors, une fois que les pauvres sont devenus riches, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, Rosa Luxembourg ne dit pas ce que tu es en train de dire. Non, ni Lénine, ni Gramsci, ni... Non, mais bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire ? Et ni Jaurès. Moi, je pense que tous ceux-là, Lénine, Rosa Luxembourg, Gramsci, Jaurès, c'est ce qui donne leur intérêt aujourd'hui. Mais même si le mot communisme ne figure pas tout à fait. Par exemple, chez Jaurès, il y a les deux, socialisme et communisme. Bon, alors voilà, la chose à ne pas négliger. Alors ensuite, je vois un peu ce qui s'écrit, y compris dans les milieux universitaires, etc. C'est un peu une histoire, mais une histoire où il n'y a qu'une classe qui intervient, c'est le capitalisme. Le peuple, il serait la perpétuelle victime, tu vois. C'est-à-dire qu'au fond, les forces populaires, comme elles seraient vraiment pas fortes, tu vois. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de nombreux communistes ? Il y a l'idée qu'au fond... le capital, au fond, d'une certaine manière, il arrive toujours à sortir de ses propres difficultés. Voilà. Tu vois, il y a une crise, et hop, il crée lui-même. Autrement dit, il n'y a qu'une classe. La classe ouvrière, les forces populaires, appelle ça comme tu veux, n'est pas présente ès-qualité. Sont des victimes. Moi, tu vois, Les Misérables, un livre formidable, bien entendu, mais en gros, qui donne la tête que le capitalisme, c'est dur, on souffre, et que en réalité, mais un jour viendra couleur d'orange, comme disait Aragon. Un jour. Et comme avec beaucoup moins de panache, c'est ce que dit Roussel quand il dit il y aura les jours heureux. Mais pourquoi attendre ? C'est maintenant qu'il faut se créer, tu vois, et c'est maintenant qu'il faut mettre en route, donner des forces à ce peuple, précisément parce qu'il l'a déjà fait. Il a déjà gagné des trucs formidables et qui mettent en question, pas simplement des petites réformes démocratiques qui améliorent un peu la situation, tu vois. Non, moi je dis souvent, je prends cet exemple souvent, on me dit, voilà, la classe dominante licencie. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va voter une loi pour que les licenciements soient interdits. Bon, et moi je dis, mais où est la négation de la négation ? C'est-à-dire, où est le fait qu'il faut que justement, il n'y ait plus... Quelle est la bonne manière pour changer le travail ? C'est pas seulement d'éviter le chômage, c'est de donner la souveraineté aux travailleurs sur le travail qu'ils ont à faire, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas seulement donner des droits nouveaux. Bien entendu qu'il faut donner des droits nouveaux aux travailleurs, mais il faut surtout écouter, regarder la lutte de classe au XXe siècle en disant, mais
Ben oui, les ouvriers, leurs organisations ouvrières ne se sont pas tournés les pouces pendant un siècle en disant oh bah ça viendra un jour, tu vois. Hein, un jour viendra couleur d'orange. Non, non, franchement, c'est maintenant, c'est l'heure maintenant. Si on ne le voit pas avec Trump, tu vois, tu parlais tout à l'heure des banques. Moi, je disais, c'est quand même assez typique que Trump est un milliardaire et en France, nous avons un président qui a fait ses armes dans la finance. Bon, tu vois, donc c'est pas... c'est ça qu'il faut absolument... Si on ne le fait pas maintenant, si maintenant on ne propose pas, avec en plus la dimension écologique, tu vois, j'ai là un historien qui s'appelle... Je l'ai noté, qui s'appelle... qui s'appelle... voilà que je ne le retrouve plus, évidemment. Bon. Ben, je vais essayer de te redire. Je ne retrouve pas la citation exacte, mais c'est un thème qui dit... Il y a l'idée que je voudrais donner, là, c'est qu'au fond, il y a déjà des tas de gens qui essaient de sortir du capitalisme. Ah voilà, j'ai retrouvé. C'est l'historien Jérôme Bachet, hein, qui dit aucune société, aucun système historique n'est par définition éternel. S'il est éternel, il n'y a pas d'histoire. Bon. Donc, mais le capitalisme a ce site particulier et sa tendance destructrice est telle que plus il prolonge sa propre vie, plus il sape les conditions mêmes de la vie sur Terre. La question est donc aujourd'hui de savoir si l'humanité parviendra à se débarrasser du capitalisme avant que celui-ci ne se débarrasse d'elle. Tu vois, la question aujourd'hui est de savoir si l'humanité parviendra à se débarrasser du capitalisme avant que le capitalisme ne parvienne, ne se débarrasse d'elle. Tu vois, alors, si on parle pas de l'ambition en ce moment, si tu veux, toi, si on est uniquement, ce qu'il faut, c'est que la gauche gagne, quoi, et on aura quelques petits trucs. Ben, si on en est là, franchement, tu vois, il faut avoir un imaginaire d'ambition haute, autre chose qu'une victoire électorale qui va permettre à Glucksmann d'être un nouveau Macron, par exemple, tu vois, bon... c'est triste à dire, mais on en est là, quoi. Donc, le mouvement des masses, je dis des masses, c'est pas un mot qui convient, parce que justement, ce qui est la caractéristique, c'est que les peuples sont aujourd'hui des forces collectives et des puissances individuelles, tu vois. Il faut aussi épanouir les individus. Marx, ça n'est pas seulement le collectif. Le collectif, c'est aussi l'émancipation humaine sous toutes ses forces, c'est-à-dire y compris les individus. Tu vois, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Marx, t'en citais une tout à l'heure, c'est l'idée qu'au fond, la société ne trouvera son équilibre que du jour où elle respectera, du jour où elle mettra au centre de ses préoccupations ce qui est son soleil, le travail. Le soleil travaille. Voilà, il nous propose en quelque sorte une révolution copernicienne. Hein, c'est le Kant, tu vois, qui dit au fond, voilà, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est de faire en sorte que le travail devienne le bien commun. Et quand tu vois, au fond, qu'est-ce qui fait que tous les matins, tu te lèves à 5 heures du matin, je ne dis pas toi, ni moi, mais enfin, tu te lèves à 5 heures du matin pour aller au boulot. Qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est que si tu n'y vas pas, c'est pas l'État c'est le patron qui dira, mon ami, voilà. Tu vois. Ouais, mais ils fonctionnent quand même ensemble les deux, ça, tu vois. Sur oui, ce sujet-là, je trouve que
c'est une manière de présenter le capitalisme qu'on a rarement, parce qu'un mode de production, c'est toujours aussi un mode d'allocation des ressources. Et donc le capitalisme, c'est un mode d'allocation des ressources où on dit, si tu n'obéis pas au patron et à l'État qui en est le bras armé quand même, mais si tu n'obéis pas au patron, nous te condamnons à mourir de faim. Oui. C'est quand même terrible comme mode. C'est-à-dire que les modes de production antérieurs l'étaient moins terribles. Oui. Celui-là, il est féroce, quoi. Je ne te dis pas que la question de l'État ne se pose pas. Je l'ai même commencé en le disant. La domination étatique. C'est ça qu'il faut mettre en cause. Mais je crois qu'il ne faut pas s'en tenir à une victoire électorale. Ah, bien sûr. D'ailleurs, tu vois, conquête de l'État. Est-ce qu'on conquiert l'État par des élections? Mais bien sûr que non. Moi, il se trouve que, je te prends encore une anecdote personnelle, il se trouve que j'ai été, par les hasards de la vie, j'ai participé au cabinet d'un ministre communiste sous Jospin, qui était Jean-Claude Guesseau. Bon. Et je me souviens d'une première réunion que j'ai faite en arrivant au ministère. Il y avait Guesseau et 5 personnes de son cabinet, et en face, il y avait tous les directeurs des administrations nationales. Le directeur national des routes, le directeur de l'aviation civile, le directeur de la mer, le directeur des modes fluviaux, etc., etc. Même la météo France, ça relève du... Bon. Et je me disais, tu vois, on était nous 5 et il y avait... C'est un ministère puissant, l'équipement et le logement, et les transports. Tu vois, il y avait la SNCF, la RATP. D'ailleurs, tu sais pourquoi, quand ça arrive, on met souvent, sont des socialistes qui ont qui ont donné des postes de transport et de logement à des communistes. C'est que, au fond, c'est là qu'il y a de puissants syndicats. Tu vois? Alors, en gros, ça voulait dire, on te confie à toi tes communistes, mais il faut que tu ailles calmer tes camarades de la CGT, tu vois? Bon. Alors, mais je reviens à mon affaire. Mon affaire, c'est, je voyais ces gars, tous, costard, cravate, etc., chemise blanche, et tous assis en face de nous, et nous regardant avec un petit sourire qui voulait dire, vous êtes là pour quelques mois, mais nous, on était là avant vous, on y sera avant vous. Voilà, c'est ça l'appareil d'État. Tu vois, quand tu gagnes les élections, tu gagnes la face visible du pouvoir, c'est-à-dire le président, le gouvernement, les députés, les sénateurs, etc. Alors, je ne te dis pas que ça n'est pas important, ça. Je pense qu'au contraire, c'est très important. Mais ça ne peut pas avoir l'initiative. Si tu peux me permettre, sur cette... Permettez-vous, mon ami. Permettez-vous, mon ami, de développer une idée sur cette question du rapport de force, de l'appareil d'État, etc. Parce que bon, moi, dans ma compréhension, alors j'ai 35 ans, 36, je crois. Bon, j'ai cet âge-là. Et du coup, le moment que tu décris, la gauche plurielle, je l'ai d'abord connu comme un enfant, et ensuite comme un passé très récent, quand j'étais jeune militant communiste. C'est ça, la place que ça occupe dans ma vie, et y compris maintenant, en ayant réfléchi et tout, je l'identifie comme un moment où notre famille politique, le mouvement communiste, on a fini dans le décor et on s'est trompé. Et alors la question, évidemment, c'est facile de dire ça parce que tu es entouré de camarades qui sont tous extrêmement combatifs, qui veulent le meilleur pour l'émancipation sociale et tout. Donc ta question, si tu veux être sérieux, c'est pourquoi, comment? Qu'est-ce qui fait qu'on a fini dans le décor? Qu'est-ce qui fait qu'on s'est trompé? Moi, ma réflexion sur ça, tu vois, j'ai pensé... un peu plus tard dans ma vie, il y a eu l'aventure bolivarienne avec Chavez côté Venezuela, il y a eu l'aventure grecque
avec Tsipras. Et tu vois, il y a une différence entre les deux qui m'a beaucoup fait réfléchir. Alors, c'est bizarre de mettre les deux en lien et c'est pas du tout un argument et tout. Je te redonne juste le fil de ma pensée, hein, c'est pas. Oui. Mais tu vois, quand tu lis le bouquin que Varoufakis a fait, qui s'appelle Conversation entre adultes, y a un passage où il dit le moment, tu sais, où ils ont fait le référendum et où ils se demandent est-ce qu'on fait exploser la table, quoi. Est-ce qu'on, non pas seulement on sort de la table, mais on fait exploser la table, on quitte l'euro, etc., etc. Il en parle avec Tsipras et Tsipras lui dit non mais j'ai rencontré l'armée, c'était hors de question, on peut pas faire ça. Et donc tu vois, il y a ce moment-là où les ministres de transformation sociale qui gouvernent la Grèce se disent « Non mais il y a quelque chose qui est au-dessus du pouvoir qu'on croit avoir, qui est qu'on est dans un pays où quand même la dictature des colonels, elle n'est pas si vieille, tout le monde s'en souvient, et si on joue avec ça, peut-être qu'on finit, on ne sait pas où on finit. » Et en parallèle, t'as l'expérience de Chavez, qui a aussi gagné les élections. C'est comme ça qu'il arrive au pouvoir, Chavez, par les élections. C'est pas, voilà. Bon, il a gagné les élections, mais le moment où il y a une tentative de renversement par la force, des politiques chavistes, pour le coup, tu as une mobilisation de masse dans la population qui les met en échec. C'est-à-dire qu'il y a un moment d'épreuve de force qui est remporté par le camp de l'émancipation. Et ça, alors je vais mentionner cette fois un penseur qu'on n'a pas trop l'habitude de mentionner dans notre famille politique, mais je pense que c'est bien et qu'il ne faut pas être fermé à ça parce qu'il a développé des idées intéressantes, c'est Trotsky. Moi, j'ai plein de sujets sur lesquels Trotsky m'agace, avec lesquels je ne suis pas d'accord et tout ça, mais je trouve que son histoire de la révolution russe, c'est hyper intéressant parce que tu as un acteur quand même d'un moment de transformation révolutionnaire important qui essaie d'analyser ce qui s'est passé et de comprendre et tout. Et il dit un peu ce qu'on disait à un moment, il dit il y a évidemment plein de ferments communistes dans la société capitaliste. Alors en plus, c'est une société capitaliste particulière, hein, la société russe, parce qu'elle est déjà elle est encore très largement féodale et tout ça. Mais il dit oui, il y a plein de ferments d'une société nouvelle, mais par contre, nous, le camp du prolétariat, contrairement aux bourgeois qui, au moment de la Révolution française, ils avaient les ministères, ils contrôlaient l'armée, ils contrôlaient la presse, ils contrôlaient quasiment déjà tout. Et du coup, le passage à la subvention réelle, la prise de pouvoir de la bourgeoisie, elle s'est faite assez rapidement au final et assez même quasiment accidentellement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été préparée de longue date par des militants qui y réfléchissaient depuis des décennies et tout ça. Nous, le camp du prolétariat, on ne peut pas s'y prendre comme ça, et on est obligé, il a une formule que je trouve frappante, on est obligé de plonger les mains dans la forge, les mains nues dans la forge pour aller récupérer le fer rougi, et donc de se brûler les mains, on est obligé de se brûler les mains, et il dit du coup on a toujours un moment d'épreuve de force où l'issue est incertaine, et c'est pour ça que pour nous, donc il explique, c'est le moment où il explique l'insurrection d'octobre 17, et il dit c'est pour ça que pour nous, il y a la question qu'on n'envisage pas comme des blanquistes, c'est une référence qu'ils avaient beaucoup quand ils débattaient à l'époque, on n'envisage pas l'insurrection comme un moment de coup d'État, quelques-uns qui font un coup, etc., mais par contre, on sait qu'on peut perdre, et du coup, on a à s'y préparer, et on a à organiser ce moment où le monopole de la force change de main. Et où ça, c'est hyper important. Et tu vois, je me suis, pour revenir un petit peu à notre situation française, moi, je me suis beaucoup heurté comme jeune militant. Je suis arrivé, mais comme d'autres, tu vois, je suis arrivé au militantisme sur fond des mouvements sociaux sous la fin du quinquennat, du quinquennat Chirac et le début du quinquennat Sarko. Donc, tu avais le CPE, et puis après, il y avait les réformes de l'éducation avec Pécresse et tout ça. Donc, c'est une période où il y avait quand même, c'était en vogue, les posters de Che Guevara, ça existait, dans le débat public. L'espoir révolutionnaire, et où je me suis beaucoup heurté dans les débats militants à des gens, à des camarades qui me disaient non mais évidemment que c'est hyper séduisant et que ça fait rêver et tout ça, mais l'époque des révolutions, c'était hier, Aujourd'hui, tu vois bien que la question, c'est pas de faire une révolution en France. Aujourd'hui, tu vois bien que le second tour, c'est Sarko contre Royal. Bon, tu vois bien que c'est pas ça le sujet. Et tu vois, il me semble que dans la manière dont se pose la question communiste aujourd'hui, on est sorti de cette période de pacification générale des rapports politiques, sociaux et même économiques. Et on est quand même dans un moment où il y a eu les Gilets jaunes et où là, par exemple, mais pas que, il y a eu Naël, moi j'étais à Nanterre pendant qu'il y avait Naël, et où la question de l'épreuve de force entre les classes antagoniques se pose à nouveau et se pose en grand. C'est-à-dire qu'à la fin, ce qui fait que les Gilets jaunes s'arrêtent, c'est qu'ils sont brutalement réprimés, et du coup c'est une question stratégique pour quelqu'un qui veut changer le monde de se demander comment déjouer une répression brutale. Et c'est pareil pour la question de... Pareil pour la question de Naël, et du coup je me dis rétrospectivement toute cette période
de contre-offensive généralisée néolibérale où on nous dit qu'il n'y a qu'un seul monde qui est possible et où on essaie de faire vivre le fait qu'il y a un autre monde qui est possible, a oublié de se poser la question de l'épreuve de force et de la capacité de l'appareil d'État à exercer en dernière analyse la contrainte et à l'emporter par la contrainte. Et je vais juste finir là-dessus, ça va faire sourire les gens, je pense, mais il y a un passage de la série, je ne sais pas si tu as vu cette série, moi elle me plaît, qui s'appelle Game of Thrones. C'est une série américaine qui décrit des rapports de pouvoir dans un monde fantastique, imaginé avec des dragons et tout, médiéval, et qui a beaucoup marché il y a quelques années. Et tu vois, il y a une reine qui essaie de prendre le pouvoir sur tout le monde, et qu'il y a un ministre de l'information qui lui dit, ils marchent ensemble et il essaie de la faire chanter, tu vois. Et il lui dit à la reine, elle lui dit, maintenant donnez-moi l'information. Et il dit non, l'information c'est le pouvoir. Et elle le regarde, elle lui dit ah bon, l'information c'est le pouvoir. Ils sont suivis par des gardes, tu vois. L'information c'est le pouvoir. Elle se tourne vers ses gardes, tuez-le. Et donc ils le ceinturent et ils lui mettent une lame sous la gorge. Non, le tuez pas, arrêtez, mettez-le à genoux. Ils le mettent à genoux, donnez-lui un coup de pied, relevez-le, tuez-le. Non, le tuez pas. Et tu vois, elle joue à ça. Elle le regarde, elle lui dit l'information c'est pas le pouvoir c'est le pouvoir. Et du coup on a quand même la question, moi je trouve, comme gens qui veulent changer le monde dans une perspective communiste, c'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure quand je parlais de l'après-guerre immédiat, de comment on fait pour qu'à la fin, la force de contrainte dont dispose la classe dominante puisse pas être utilisée pour étouffer tout ce qui se cherche. Et tu as raison, moi je vois bien autour de moi, y compris dans les milieux festivaliers, dans les milieux syndicalisme, et dans plein de milieux, des gens cherchent autre chose que le capitalisme. Par contre, à la fin, ils finissent en garde à vue. Comment on fait pour qu'ils finissent pas en garde à vue? C'est une vraie question militante, je trouve. Je sais pas si tu as une opinion sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que moi je pense que la grande question, c'est que si tu prépares les élections, tu prépares des électeurs qui vont dans un isoloir. Qu'est-ce qui sort d'un isoloir? Bon, le secret, ça c'est très bien. Mais comment tu penses que d'un isoloir peut sortir une force, tu vois? Super intéressant. Premièrement. Deuxièmement, je ne te dis pas du tout que l'appareil d'État, si on ne se borne pas à son aspect visible, à sa vitrine en quelque sorte, je ne te dis pas du tout que c'est secondaire. Regarde, moi je prends dans le communisme qui vient, le bouquin qu'on a écrit avec Bernard Friot, on pose cette question. C'est-à-dire qu'on dit quelle différence il y a, par exemple, entre 46 et 47 dans différents domaines. Alors il y a le domaine Thorez, le statut de la fonction publique, Marcel Paul, Ambroise l'EDF, Ambroise Croizin, le régime général de sécurité sociale, etc. On en reparlera, je pense, après. Mais ça veut dire que là, il y avait d'abord, parce qu'on l'oublie souvent, la décision, par exemple, la décision de créer un statut à part pour les fonctionnaires, c'est quelque chose qui a 100 ans de lutte derrière, tu vois. Et c'est Thorez au gouvernement qui dit, oui, il faut créer ce truc-là. Même chose pour la sécurité sociale. On dit souvent, Ambroise Croizan a créé la sécurité sociale. Mais non, la sécurité sociale telle qu'elle existait en 1945 était patronale. C'était une création du patronat. Il y avait plusieurs caisses, plusieurs taux de contribution, etc. Et ce qu'a fait, pourquoi ? Parce que les patrons, ils ont intérêt à ce que leurs prolos, leurs ouvriers puissent travailler, tu vois, s'ils sont malades, qu'ils soient guéris, etc. Donc c'est pas par humanité, mais c'est parce que si, toi, on a bien vu quand il y avait le confinement, si les mecs travaillent plus, le profit n'est plus là. Bon, donc la question, c'est pas pour Ambroise Croizat, c'est pas de dire il a créé la sécurité sociale, c'est il a subverti la sécurité sociale telle qu'elle existait avant lui, et il en a fait autre chose. Il en a fait un régime général. Il a mis la sécurité sociale en régime général, c'est-à-dire avec une loi de cotisation unique, un régime unique, des caisses dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il a vu
un budget supérieur à celui de l'État qui était dans les mains des travailleurs. Il y avait là un secret qui était un trésor, si j'ose dire, et qui n'avait de rapport ni avec l'État, ni avec le capital. Donc c'est quoi ? C'était une sorte de prémisse d'un État communiste. Bon, alors, mais en même temps, si tu regardes une autre question très importante, l'éducation. Le plan Langevin-Vallon. Le plan Langevin-Vallon, alors Langevin, figure éminente donc des sciences, et Langevin, Vallon, évidemment, la psychologie, tout ça. Bon. Donc ils réunissent des tas de spécialistes, ils font ils conçoivent une refonte globale du système d'éducation, en particulier pour que les couches populaires puissent avoir, etc., avoir droit au meilleur enseignement, etc. Avec le salaire étudiant. Pas le cas. Mais ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Et en même temps, tu vois, pourquoi c'est resté à l'état de spectre, un spectre entre l'Europe, tu disais tout à l'heure, et là, un spectre qui... c'est parce qu'il n'y avait pas de ministre communiste dans l'appareil qui pouvait entendre ceux qui grandissaient dans la société, tu vois. Donc moi, je reprends un terme de Gramsci, si tu veux, et il dit hégémonie. Mais c'est hégémonie de, et non pas hégémonie sur. L'État, c'est hégémonie sur. C'est toujours en haut, l'État, et ça décide. Mais lorsque tu peux éviter le retour de violence, alors il faut créer dans le pays une hégémonie des idées communistes. Tu vois, donc des idées... qu'est-ce qui s'est passé pour les femmes ? Tu vois, il y a eu Gisèle Halimi, il y a eu les salopes, il y a eu 68, il y a eu, tu vois, enfin, il y a eu une secousse dans l'opinion publique qui s'est terminée par le fait que c'est Madame Veil qui, contre sa majorité de droite, fait voter pas la contraception, le droit à l'IVG, à l'avortement, etc. Bon, eh bien, c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'elle n'a pas pu résister à une hégémonie de force d'idées. Et donc, elle a permis que ça devienne la loi. Donc, moi, je ne te dis plus... Tu vois, la thèse de Marx, le dépérissement de l'État, ça ne veut pas du tout dire, comme on le croit souvent, disparition de l'État. Parce qu'il faut bien qu'il y ait une institution de régulation qui dise ce qui est obligatoire pour tout le monde, qui définisse différentes tâches de... Mais ça veut dire que l'État ne régnera plus d'en haut, justement, par ces systèmes, par l'armée, quand même, De Gaulle, c'est pas si vieux, 58, coup d'État militaire qui met un général au pouvoir. Bon, alors, toi, t'étais pas né, mais je m'en souviens encore. Et il y avait même un livre de Jacques Duclos qui était sorti à l'époque, qui parlait de bonapartisme. Tu vois. Oui, c'est vrai, je trouve. Non, mais je me doute que tu ne l'as pas lu, mais c'est parce que, mais enfin, c'était l'idée quand même en France. Mais je trouve que c'est une qualification correcte de la démarche gaulliste, quoi. Oui, absolument. Et donc, en même temps, tu vois, moi je rigole quand on me décrit les années de la libération en disant c'est là où il y a eu une entente entre les résistants communistes et les gaullistes. Mais tu vois, Maurice Thorez arriver de Moscou, rencontrer De Gaulle et l'embrasser sur la bouche. Enfin,
Tu vois ? C'est mais bien entendu que non. D'ailleurs, les ministres communistes ont été ministres très très peu de temps. Ils ont été nommés en 1945 après les élections et par De Gaulle, puisque le Parti communiste avait fait plus de 37% des voix. Mais après, en 1946, en janvier 1946, De Gaulle est tellement écœuré d'avoir dû nommer des ministres communistes qu'il démissionne. Et c'est donc en 1946 que tout se passe, parce qu'il y a dans le pays à ce moment-là un rapport de force. Et alors tu vois la différence avec aujourd'hui. À ce moment-là, le patronat n'ose pas trop la ramener parce qu'il a été pris la main les doigts dans la confiture de la collaboration. Bon, Renault, la nationalisation de Renault, qui n'est d'ailleurs pas une socialisation, qui est dans la main de l'État toujours. Bon. Mais l'idée clé, c'était justement de dire, on est dans une époque où il y a dans le pays un courant, une hégémonie qu'on peut utiliser au niveau de l'État. Sur cette question de l'hégémonie, il y a un sujet sur lequel je voulais t'interroger. Oui. Tu vois, c'est la question, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais la question des forces productives, parce que je trouve ce qui est super frappant, quand tu lis Marx et quand tu lis les gens qui, au même moment, les réactionnaires de la même époque, Chateaubriand, des gens comme ça, quand tu lis Marx, il y a une confiance très forte, peut-être surjouée, je ne sais pas, mais en tout cas une confiance très forte d'après laquelle le progrès technique ouvre des nouvelles perspectives et le développement des forces productives ouvre des nouvelles perspectives à la lutte révolutionnaire, où il a des formules où quasiment le prolétariat révolutionnaire sort de la cuisse de la machine, quoi. Enfin, tu vois, des idées un petit peu comme ça. Le monde s'industrialise, du coup le prolétariat se concentre et du coup la bourgeoisie engendre ses propres fossoyeurs, et etc., etc. Donc il y a une confiance sur ça. Et tu lis effectivement Chateaubriand, par exemple, le regard inverse en disant « Arrêtez d'industrialiser le monde, vous vous rendez pas compte, vous êtes en train de créer les conditions pour les communistes. » Bien sûr. Et du coup, ce qui est frappant, je trouve, aujourd'hui, c'est que le regard sur le développement actuel des forces productives, tu parlais de la tech tout à l'heure, chez les militants de la transformation sociale, il n'est pas homogène, les gens ne sont pas homogènes et je ne veux pas caricaturer, mais il est quand même d'emblée et spontanément assez négatif et assez critique sur un truc de « c'est des besoins inventés, on n'a pas besoin de ça, à la fin c'est le technofascisme, etc. etc. » Et du coup sur le sujet des déjà là communistes, que tu évoquais, ce qui, dans notre société à nous, rend possible la formation d'une nouvelle formation sociale de type communiste. Il y a un truc que je trouve un peu contre-intuitif, mais que j'aimerais bien remettre dans la discussion et avoir ton avis là-dessus. C'est dans l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Lénine, il dit, voyez, les capitalistes, le capital bancaire a socialisé la production en la mettant sous une direction unique, en la rendant cohérente, en la modernisant, en la rationalisant, etc., à un point tel que ça rend possible la révolution sociale et que ça rend possible la transformation sociale de la production, où il a des exemples, et où il dit, mais vous voyez bien, par exemple, que la Poste, les systèmes postaux... Ah oui, c'était les systèmes... Lénine, la Poste. Les systèmes postaux, en réalité, tout est dans la main d'un petit groupe de gens. Du coup, vous n'avez pas besoin, comme en France en 1848, au moment où la Révolution se posait, d'aller rencontrer chacun des 10 millions de paysans en lui disant « Bon, on va prendre ton champ, on va prendre ton champ, on va prendre... » Il y a 5 personnes à exproprier, et derrière, vous avez une économie collective, sous contrôle démocratique, sur laquelle on peut voter et tout ça. Et du coup, sur cette question-là de est-ce que le développement extrême du capitalisme n'est pas lui-même un déjà là communiste, moi j'ai pensé à un truc, tu vois, par exemple, je pensais à Airbnb. Évidemment, c'est horrible Airbnb, et notre premier réflexe, c'est normal, de militants et puis de gens qui vivent dans des villes populaires et qui voient ces villes populaires faire l'objet de spéculations intenses sous l'effet de l'apparition des petites boîtes à clés là, d'Airbnb, et où tu dis, non mais attends, par contre, ça veut dire qu'il y a un endroit en France, alors je sais pas où aux États-Unis, enfin je sais pas où c'est cet endroit, mais il y a un endroit où il y a un fichier de la totalité des logements spéculatifs du pays. Airbnb administre un fichier de la totalité des logements spéculatifs. C'est-à-dire demain, si tu veux faire la redistribution du logement et créer des conditions de bien logement pour tout le monde, en fait, c'est vrai que le développement du capitalisme, t'as déjà vachement mâché le travail, parce qu'en fait, il y a un endroit où il faut aller voir, bon, toc toc, monsieur Airbnb, écoutez, maintenant, on veut que les gens puissent se loger. Qu'est-ce que t'en penses de ce sujet-là du développement
accentuée du capitalisme qui rend possible des nouvelles formations sociales, parce que c'est pas comme ça qu'on en débat en général dans le débat public. Oui, moi je suis en effet d'accord. Tu peux même prendre un truc où c'est encore plus net, les grands centres de stockage c'est-à-dire que au fond, tu pourrais te dire tout ça est privé. Mais si on arrivait à le socialiser, mais ça ferait vous auriez une connaissance de la société qui est formidable, qui serait formidable, que personne n'a aujourd'hui. Mais la question, c'est en effet qu'est-ce que ça ajoute, la dimension financière ? Ça ajoute désormais le fait que une usine, par exemple, pendant très longtemps, ça a été quelle est la valeur de son potentiel industriel, les machines, les machins, la modernité, etc. Mais c'était ça, c'était donc le capitalisme entrepreneur. Mais en même temps, exploiteur, bien entendu. Moi, je ne suis pas du tout pour dire il y a eu un moment fordien, etc. Pas du tout. Il y a eu des batailles terribles de classe. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui, au fond, ce qui compte dans une entreprise, c'est pas le potentiel matériel qu'elle a, mais c'est les dividendes, donc la somme qu'elle te permet que tu peux anticiper comme étant ce qui va te rapporter. C'est-à-dire que tu as comme ça des smart, tu sais, des petites entreprises, de petites start-up, mais qui peuvent, oui, je ne retrouvais pas le mot, des start-up qui peuvent évidemment avoir une valeur parce qu'elles ont trouvé un truc. Oui, bien sûr, mais en même temps, la question, tu le vois bien, c'est toujours pareil. C'est à qui ça sert ? Ça rapporte quoi ? C'est-à-dire que toute la question, c'est la question de la propriété lucrative. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui s'est passé en URSS, où on a tout collectivisé, moi je trouve qu'il faut prendre au sérieux la phrase de Marx quand il parle de la Commune de Paris, où il dit on a voulu créer, et on y est parvenu, faire en quelque sorte des gens des propriétaires. C'est-à-dire que ce qui est scandaleux, c'est pas tellement le fait d'être propriétaire, la propriété privée des grands moyens de production et d'échange. C'est pas tellement ça c'est le refrain ancien, c'est la propriété, voilà, j'ai oublié lucrative, c'est-à-dire c'est le lucre, c'est-à-dire la capacité de faire en sorte que parce que tu es propriétaire, tu peux utiliser le travail des autres pour que ça te rapporte sans avoir à travailler toi-même. Tu vois, alors cette idée-là, tu peux la prendre dans toutes les dimensions possibles des forces productives modernes. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce que nous apporte, tu vois, qu'est-ce qu'on fait avec les ordinateurs, avec les GAFAM, etc., tu vois. Et la question à chaque fois, c'est est-ce que ça reste... Alors, il y a les questions là où ils payent les impôts, etc. Moi, je pense quand même que ce qui est essentiel, c'est pas tellement... Alors, bien sûr... je sais bien qu'il y a des inégalités de fric considérables, mais moi je trouve que ce qui est décisif, qu'est-ce qui fait qu'il y a des super friqués ? C'est quand même qu'ils ont des ouvriers qui travaillaient pour eux pour des salaires de misère, tu vois. Et alors, je vois ça. Puis alors, la deuxième différence que je vois, c'est que, il y a quand même un truc qui se passe avec l'extrême droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, pendant très longtemps, le patronat s'est montré en France, s'est bien gardé de se mêler de politique,
même s'il ne faut pas être dupe de certaines apparences. Mais en tout cas, faites très attention à ne pas apparaître comme dans les mains de l'extrême droite. Moi, j'ai connu un monde où Le Pen, père, faisait 2%, 1982. Tu vois, et aujourd'hui, ils sont à la porte de l'Élysée. Et l'extrême droite, c'est à la fois au niveau mondial, Trump, etc. Et c'est en même temps... tu vois, aujourd'hui, le patronat, le MEDEF déjeune avec Bardella et avec Le Pen. C'est quand même très très différent. C'est-à-dire que moi je pense qu'il ne se pose plus la question que disait Brecht. Comment faire, comment voulez-vous critiquer le fascisme d'extrême droite si vous ne voulez pas critiquer le capitalisme qui l'engendre ? Or ça, aujourd'hui, c'est quand même visible. Ils ont des difficultés, et donc le bloc central, ça marche pas, et donc on te fabrique deux extrêmes repoussants, ça c'est les médias, tu vois. Et au milieu, on se retrouve, pourquoi ? Quand tu as deux extrêmes repoussants, bon voilà, c'est là où faut voter au milieu. Or, c'est là que je vois les limites. Tu vois, quand tu vois ce que les Français pensent des forces politiques et des politiciens, tu vois, c'est considérable. Il y a un truc à voir là. Le Parlement, tu vois, le Parlement, c'est quoi ? Le Parlement, il y a le bureau du président qui est au centre, et à gauche, à droite, l'hémicycle. Mais alors, dès que tu as la gauche et que tu as la droite, tu as au sein de la gauche l'extrême gauche, la gauche de gauche, la gauche, le centre-gauche, tu vois, la gauche de droite, enfin. C'est-à-dire que tant que tu réduis la politique à sa dimension électorale et parlementaire, ben, tu ne te sors pas de la... Parce que tant que tu penses que la gauche, c'est machin, plus ci, plus ça, tu vois, il y a toujours... Ça te met quoi, ça ? Ça te conduit à voter au milieu. Pourquoi ? Parce que dans ton corps, toi, tu es au centre, tu as une main gauche et une main droite et tu es au centre. Tu vois, sur ce sujet, si je peux me permettre, sur le sujet de l'extrême droite et de la manière dont donc la bourgeoisie se met dans sa main, et inversement en plus, parce que tout est compliqué. Bardella, en plus, il est beaucoup plus pro-business que bon. Mais il y a un sujet qui m'a vachement fait réfléchir, moi, là-dessus. Je ne sais pas si tu connais ce théoricien, c'est un philosophe aussi, Domenico Losurdo, italien, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Oui. Ouais. Domenico, oui. Je l'ai même invité à Paris, tu vois. Ah bah tu vois, dans sa contre-histoire du libéralisme, il développe une idée qui est un peu contre-intuitive aujourd'hui, magnifique, vraiment, il faut que les gens le lisent, c'est un livre majeur pour moi dans l'histoire de la pensée marxiste. Mais il développe l'idée d'après laquelle, en fait, il trace une solution de continuité de l'histoire du libéralisme depuis la Révolution américaine jusqu'au Troisième Reich. Et il montre qu'en fait, ce qu'ont en commun, évidemment c'est choquant et ça semble outrancier de le dire comme ça, mais ce qu'ont en commun ces moments-là, c'est qu'il s'agit, le libéralisme, d'offrir des libertés, mais pour le peuple des seigneurs. C'est-à-dire qu'on offre des libertés aux États-Unis au moment de la Révolution américaine, pour les propriétaires d'esclaves et pour les gens qui ne sont pas d'indiens, eux, on peut les génocider tranquillement, et puis on peut continuer la déportation massive des Africains, etc. etc. Et du coup, il montre qu'en fait, de phase en phase, tout ça nous ramène à Mussolini et à Hitler, et il montre même que dans Mein Kampf, Hitler explique qu'il veut faire un Far East, un Far Est, quoi, côté slave et côté russe. Et du coup, il montre ça. Et donc, évidemment, il y a une dimension comme ça dans l'extrême droite actuelle, et c'est bien ce que veut dire, par exemple, la préférence nationale. Il s'agit de dire, nous proposons qu'il y ait davantage de droits sur tel sujet, mais à l'exclusion de la partie la plus grande de l'humanité, des gens qui travaillent le plus dur, etc., etc. Et donc on introduit une rupture de solidarité et même une mise en danger et même une agression hyper forte au sein même des classes populaires. Et c'est bien là, à mon avis, qui est le cœur du poison du Rassemblement national aujourd'hui. Mais sur ça,
ça amène aussi à réfléchir dans son tout dernier bouquin posthume, là, qui vient de sortir aux éditions Manifeste, Domenico Losurdo. Alors j'ai l'impression que c'est un bouquin qui n'était pas tout à fait fini, qu'ils ont publié un peu les épreuves ou le brouillon et tout ça, mais il dit un truc que j'avais pas lu de sa plume. Je connais pas tout, peut-être toi oui, mais moi je connais pas tout ce qu'il a écrit. Hein. Je lis de temps en temps quand j'en vois en librairie et tout. Mais il retrace l'histoire du XXe siècle en disant, oui, il y a un libéralisme pour le peuple des seigneurs qu'a mené au nazisme, mais il y a aussi un socialisme pour le peuple des seigneurs, et il y a aussi dans l'histoire du socialisme l'idée d'après laquelle, et y compris c'est ça le débat, on parlait de Luxembourg tout à l'heure, et on parlait de Jaurès, mais ces gens-là ont eu à se confronter au fait qu'il y avait des empires coloniaux, et au fait qu'il y avait toute une partie des militants de la transformation sociale qui revendiquaient des droits pour les travailleurs nationaux, mais à l'exclusion des peuples colonisés. Et du coup, Losurdo développe cette idée d'après laquelle c'est hyper important de surtout pas faire ça, et de surtout pas faire un socialisme pour le peuple des seigneurs. Et tu vois, aujourd'hui, je me suis fait la réflexion, nous, nos révolutions, on a essayé, on fait ce qu'on peut et tout ça, chacun à la place qu'il est, essaie de faire du mieux qu'il peut, mais on a essayé de donner à voir les luttes du textile au Bangladesh, parce que les gens savent pas toujours, mais en fait, l'essentiel du textile français, il est délocalisé au Bangladesh. Decathlon, leurs usines, elles sont au Bangladesh, par exemple. Donc on a essayé de visibiliser ça. Le Bangladesh, ils ont connu une révolution il y a quelques années, avec vraiment une révolution, quoi. Avec la foule qui rentre dans le palais présidentiel et puis qui chasse la première ministre, une révolution. Et du coup, on a la question, je trouve, sur la question, quand on se projette vers le communisme, qu'on se pose la question du communisme déjà là et tout, nous, dans les pays dominants de l'ordre impérialiste mondial, on a la question de comment fait-on pour que la transformation sociale qu'on met en œuvre, ça soit pas simplement une meilleure répartition de la rente coloniale. Je dis rente coloniale, c'est pas directement des colonies, mais une meilleure répartition de ce qu'on extrait et de ce qu'on pille, quoi, dans des pays plus pauvres. Et du coup, comment on fait ça, tu vois, pour, en gros, être capable demain d'avoir une vie émancipée en France, en Europe, aux États-Unis, je sais pas, mais qui repose pas sur le fait que des gamins de 14 ans sont en train de fabriquer les chemises qu'on porte pendant qu'on est en train d'émanciper la vie. Comment on fait, à ton avis ? Ou à ramasser au Congo et ailleurs en Afrique des terres rares. Le lithium, bien sûr, ouais. Hein, bon, voilà. Alors, oui, bien sûr. Quel plan pour toi ce travail? Moi, il y a une formule. Je crois que c'est Marx qui parle des Irlandais en disant un peuple qui a, je sais plus la formule exacte, mais un peuple qui a des esclaves peut pas être libre, quoi. C'est ça que ça veut dire. Comment on fait là pour toi? C'est une note du Capital où il dit, oui, alors les Irlandais à l'époque, c'est les migrants à l'époque de Marx, quoi, qui viennent en Angleterre pour se faire. Bon, c'est très bien montré dans le film de Raoul Peck sur le jeune Marx. Bon. Mais oui, alors, je crois, moi, prolétaire de tous les pays, unissez-vous, comme disait l'autre, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix déconnecter nation et nationalisme, tu vois. Or, on voit bien que ce qui est dans la tête aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup de gens, c'est l'idée, bon, bah, ils viennent nous prendre notre travail, les migrants, à nous, les Blancs, quoi, tu vois, c'est-à-dire une histoire coloniale qui continue. Alors ça, c'est évidemment impossible. Nous, on parle, quand je te parle, par exemple, de la souveraineté sur le travail, ça consiste pas à la donner uniquement aux Blancs, et tu vois, et les autres. D'ailleurs, on sait bien, en réalité, que le discours dominant pour il faut chasser les immigrés, etc., les envoyer au QTS, les envoyer, etc., on sait bien qu'en réalité, c'est un discours totalement hypocrite, puisque ça consiste à faire baisser le salaire des Blancs, de souche, j'ose pas dire ce mot horrible, mais enfin des Blancs, et ça, donc ça fait baisser le salaire des Blancs, et parce qu'ils peuvent toujours trouver des salaires plus faibles qu'eux, tu vois, et donc ça nourrit de façon stupide l'idée, quand tu vois l'Italie, par exemple, Meloni, bon, tu vois qu'elle a eu anti-immigration, bon, mais en même temps, si elle fait l'anti-immigration, il n'y a plus de force pour ramasser les fruits, les fraises et machin, tout ça, les légumes de l'Italie. Même chose en Espagne, en Andalousie, tu vois. Donc, autrement dit, il y a
Il y a un gars j'ai oublié son nom, mais qui montre ça dans un des livres récents des éditions La Dispute. Il dit, ouais, le discours anti-immigration sert à dissimuler le fait que le patronat fait venir les immigrés, mais que ça donne le sentiment de baisser. C'est fait pour faire baisser le salaire de tous, les immigrés comme les Français. Bon. Donc oui, effectivement, c'est ça. Moi, je crois aussi, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'il faut voir, comment dire, tu sais, Marx connaît la célèbre formule, les idées dominantes sont les idées de la classe dominante. C'est-à-dire que donc, évidemment, c'est normal d'avoir en tête le regard. Le capitalisme, c'est aussi un pouvoir sur les mots, pas seulement sur la société, les gestes, etc. Tu vois, si tu penses que le travail, c'est quelque chose qui fait nécessairement souffrir, et quelque chose, tu vois, où tu vas au travail, tu cherches du travail, ça veut dire que le travail est différent de toi, qui ne t'appartient pas. Bon. Donc, tu vois, c'est tous ces mots-là. Nous, ce qu'on veut, c'est avec Friot, c'est de dire, voilà, si vous regardez la Révolution française a dit Déclaration des droits de l'homme et des libertés, juillet 89, article 1, tous les hommes, les femmes sont oubliés, et donc il mais tous les êtres humains naissent, je sais même plus, enfin naissent, c'est dans l'égalité, libre et égaux en droit. Bon, voilà. Donc, très bien. Mais article 2, la propriété est un droit naturel. La propriété, c'est quoi? C'est les conditions de travail, notamment. Par conséquent, on te donne d'un côté, et ça c'est quelque chose que Marx explique bien dans le Capital, la bourgeoisie peut d'autant plus paraître libérale, hein, c'est-à-dire on vous écoute, etc., que dans les entreprises, ce qui règne, c'est ce qu'il appelle le despotisme des fabriques. Tu vois, c'est-à-dire que le discours, la démocratie, c'est formidable, etc. D'abord, tu vois, c'est un discours, c'est la doxa des médias dans les mains de Bolloré ou d'autres milliardaires, tu vois. Bon, de quoi vous plaignez-vous? Vous pouvez décider, vous êtes, tu vois. Mais en réalité, il y a un endroit où tu es soumis et où tu dois fermer ta gueule, c'est au travail. Voilà, au fond, nous, ce qu'on veut, c'est que mettre le travail à l'intérieur d'une définition plus large de la citoyenneté. C'est-à-dire, vous avez défini la citoyenneté à la Révolution française, c'est plus le roi, les aristocrates, l'Église, tout ça. Bon, d'accord, tout ça dehors. Mais en même temps, pourquoi vous vous arrêtez en si bon chemin? Regardez ce qui reste et ce qui fait que la vie des gens est impossible. Regarde aujourd'hui les prix qui flambent, etc. Ce qui fait que c'est impossible, c'est qu'on ne peut pas décider au travail. Donc, tu vois, il y a d'un côté la bourgeoisie qui la joue, oh, je suis libéral, je vous permets tout, et de l'autre côté, du moment que ça reste dans la, tu vois, voilà, c'est ça la bataille communiste. C'est aussi, je trouve, que ce serait ça entendu. Parce que si tu dis ça, si tu dis alors le travail est un droit, tu as le droit de voter à 18 ans. Hein, quel que soient tes diplômes, tu as le droit de voter à 18 ans. Eh bien, si on avait le droit d'être travailleur à 18 ans et reconnu comme tel avec un salaire, tu vois que ça changerait beaucoup de choses et que ça rendrait impossible en même temps l'idée de dire
méfiez-vous des immigrants, parce qu'évidemment, cette mesure-là serait appliquée pas seulement aux Français dits de souche, mais serait appliquée à tous ceux qui sont sur le territoire, tu vois. Donc c'est des idées comme ça qui sont très simples au fond. Et ce sont ces idées-là dont Bernard Friot nous dit, et je crois que moi Bernard Friot, je ne le connaissais pas. On est lui, il a fait sa carrière d'abord dans l'est du pays, puis après à Nanterre, etc. Et c'est d'ailleurs un monde de toi à moi. Je pensais suivre les idées communistes et les livres qui paraissent où il est question du communisme. Je guettais ça, et depuis très longtemps, comme la prunelle de mes yeux. Et voilà que d'un seul coup, je lis un livre de ce mec que je connaissais pas, c'est pour ça que je dis ce mec, et alors, depuis je le connais, je vois que c'est un homme formidable, mais en même temps, tu vois, et c'est là où je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce qui peut rendre le communisme désirable? Parce que dès que tu dis le mot communisme, on pense URSS, on pense, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. La dernière fois que j'ai entendu quelqu'un me dire communisme... C'est pas vrai dans ta génération. Ah, peut-être. Mais moi qui fais des réunions du Parti communiste, où il y a souvent, tu vois, je reviens d'en faire une, là, en province, où il y a souvent des camarades âgés, c'est pas un reproche qu'on peut leur faire, je suis moi-même, tu vois, j'ai un peu dégarni. On y passe tous, on y passe tous. Eh bien, c'est pour dire, tu vois, eux, c'est ça, quoi. C'est-à-dire, ils te disent, oui, mais le mot, il est maudit, mais je leur dis non. Mais non, c'est fini, ça. D'autant qu'en URSS, justement, c'était du socialisme. URSS, ça veut dire Union des républiques socialistes soviétiques. Tu vois, Bernard, sur ce sujet, sur le mot communisme, j'allais te dire, moi, la dernière fois que j'ai entendu parler de communisme, je veux dire dans un contexte non militant, pas dans un contexte militant, évidemment, là on vient d'en parler beaucoup, mais c'est quelqu'un qui me proposait une clope, une cigarette, et qui me disait, bah vas-y, prends. Un gars, tu vois, dans un festival, et qui me dit, vas-y, prends, je suis communiste. Moi, ça voulait dire le partage, quoi, en fait. Tu vois, et ça voulait juste, vas-y, je suis communiste. Et je crois qu'on ne mesure pas bien, y compris les militants communistes, à quel point, en fait, pour plein de gens, le communisme, ça veut surtout dire, en premier, un collectivisme poussé très loin, et l'idée d'après laquelle on peut mettre beaucoup de choses en commun. Et je crois que ça veut dire ça pour pas mal de gens dans notre pays, et autour de nous, etc. C'est un début. Si on peut mettre des tas de choses en commun, c'est très bien, c'est mieux si l'eau, l'air, le soleil, etc., l'énergie solaire, etc., tout ça peut être mis en commun et ne pas tomber dans le registre de la propriété lucrative, c'est très bien. Mais la question, c'est pas seulement de dire il y a des éléments qui sont ceci, qui sont cela. C'est vous, c'est à vous que nous parlons pour vous dire mais pourquoi ne rêvez-vous pas à devenir libre, à devenir émancipé, à décider de votre vie. Bah, tu vois, pourquoi ça vous va? Tu m'offres une transition parfaite. Là, on s'achemine tout doucement vers la fin de notre discussion, qui a été extrêmement riche, et on espère qu'elle vous a plu. Je rappelle, elle se tenait dans le contexte des débats communistes qu'on organise à nos révolutions, et puis dans un contexte qui est aussi... Ouais. Dis-moi, dis-moi. Je veux pas, pardon de te couper, mais moi je me réjouis de ce débat parce qu'on a discuté de choses discutables, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire, moi j'ai connu, pardonne-moi encore une fois, je vais te faire le coup de mon grand âge. J'ai connu le parti avec Aragon, avec Éluard, avec Picasso, avec Lucien Sèvres, avec, tu vois, Henri Lefebvre, Louis Althusser. Tu vois, là, j'aime autant dire qu'on discutait. Les forces, moi, ce qui me paraissait être l'histoire du Parti communiste, c'est l'intelligence et l'union de l'intelligence et de la théorie et de la pratique, l'union des forces populaires et des intellectuels, comme on le disait si souvent. Aujourd'hui,
on voit bien qu'on n'en est pas là, même si on a un secrétaire national qui nous explique comment faire du pain pourri, tu vois. Voilà. Donc, mais, tu vois, enfin, c'est terrible, quoi. Et donc, aujourd'hui, il s'en fout complètement, tu sens ça, tu vois, c'est du... Et je voudrais quand même dire là-dessus, sur ce sujet... C'est le Nord et le Pas-de-Calais qui... Pas que ça, bon. Sur ce sujet-là, moi, je voudrais quand même dire que c'est pas le seul chemin militant communiste qui est possible aujourd'hui en France. On en propose un autre. On est tous les deux engagés, je crois, pour une autre proposition au congrès du PCF qui s'appelle Communiste à l'offensive. Et je voudrais chuter, avant qu'on se sépare, pour avoir aussi ton avis là-dessus. Je sais pas si tu as remarqué, mais tout à l'heure, je t'ai dit, moi, j'ai pris des notes en venant, j'ai un petit peu travaillé. Et puis, il y a 4 définitions du communisme dans lesquelles je me reconnais. Mais en fait, je t'en ai donné que 3. J'ai gardé la mienne pour la fin. Alors, vas-y. Et la mienne, tu vois, je vais raconter une anecdote, et puis tu donneras la tienne, hein, c'est pas du tout pour écraser la discussion ou faire la conclusion ou je sais pas quoi. Mais la mienne, c'est une anecdote, tu vois, moi alors, je suis venu à l'engagement communiste quand j'ai déménagé. Alors à la base, je viens d'un petit village, tu vois, du sud-ouest de la France, et puis j'ai fait mes études à Bordeaux. Donc en arrivant à Bordeaux, je me suis intéressé et tout ça, et puis je me suis engagé à la JC, le Jeune Communiste, et à l'UEC, l'Union des étudiants communistes à l'époque. Du coup, je suis arrivé dans le local. Et donc dans le local, tu vois, sur le mur, il y avait écrit des blagues, quoi, des conneries, genre Koubassi, Sarkono, des trucs comme ça, des blagues, tu vois. Et parmi ces blagues, il y avait le communisme, une définition du communisme. Je pensais que c'était une blague, je pensais que ça n'existait pas, cette citation. Le communisme, c'est le pouvoir des soviets et l'électrification du pays. Et donc pendant longtemps, dans ma vie, ça a été une boutade, quoi. Bon. Et en fait... c'est une formule de Lénine qui dit il faut être extrêmement ambitieux, mais il ne s'agit pas de rêver. Nous, les communistes, on a des tâches très matérielles à accomplir, et donc on va défendre le pouvoir des soviets, et puis on va essayer d'électrifier le pays pour que les gens aient l'électricité, pour que les gens vivent bien, et que les gens évitent la famine et tout ça. Donc il dit tout ça. Et tu vois, dans mon histoire militante personnelle, petit à petit, je me suis rendu compte que ça me correspondait bien comme manière de me projeter en termes militants, parce que le communisme, c'est le pouvoir des soviets. Le fait que les gens soient au pouvoir, le pouvoir des soviets, c'est comme ça que je le comprends. Prenons le pouvoir sur la vie, prenons le pouvoir sur la politique, prenons le pouvoir sur l'économie, prenons le pouvoir, tout ça. Et puis l'électrification du pays, parce que tu vois, il y a c'est un des défis, quoi. Quand tu milites avec les gens, c'est que les gens te disent, bah oui, mais quand même, tu dis le capitalisme et tout ça, mais le capitalisme, quand même, mon assiette, elle est pleine. Le capitalisme, il a rempli mon assiette. L'école, bon, elle n'est pas parfaite, ça, mais il y a des écoles quand même dans ce pays. Il y a des choses qui existent et tout ça. Et je trouve que c'est pas mal qu'on dise que le communisme, c'est pas comment on dit, l'inverse du capitalisme. C'est pas un millénarisme, tu vois, où on dit non, toute l'abondance permise par la longue histoire des sociétés humaines, on veut s'en passer et on veut retourner mettre en commun la misère, quoi, et puis aller, tu vois, bon. Et je trouve que c'est bien qu'on défende cette idée d'après laquelle toutes les richesses, toutes les forces productives qui ont été inventées avant nous, et il y en a beaucoup qui ont été avant nous. Le moulin à aube, il a été inventé même avant le capitalisme, et puis le capitalisme, il a inventé plein de choses. Il a inventé l'électricité, effectivement, et tout ça. Mais ça, on le reprend à notre compte, sauf qu'on va le mettre en commun. Et je trouve que dans cette formule-là, le communisme, c'est le pouvoir des soviets et l'électrification du pays. Il y a l'idée d'après laquelle il faut qu'on prenne le pouvoir tous ensemble, et il y a l'idée d'après laquelle on ne vise pas à faire moins que le capitalisme, on vise à faire mieux et à accentuer l'effort de développement qui permet à tout le monde de vivre. Donc pour conclure, je voulais te partager un petit peu cette idée-là qui me vient du mur du local de Bordeaux 3 à l'époque et que j'avais lu et que j'ai longtemps pris pour une blague, mais qui en fait est une vraie citation. Mais oui, mais non, mais c'est très bien. Moi, je préfère la citation de Lénine pour citation de Lénine. Je préfère celle où il dit, au fond, le communisme, c'est ce qui va permettre à la cuisinière de gouverner l'État. Bon. Et alors, ça ne veut pas dire que le développement des forces... Moi, je me souviens des trucs soviétiques, le développement impétueux des forces productives... Tu prends l'accent du Duclos. Tu vois, bon. Alors, c'était... Oui, je peux en imiter beaucoup. Et alors... mais c'est bon. Et tu vois, c'est ça, c'est au fond l'idée. Moi, j'ai envie de dire, mais le communisme aujourd'hui, regardez la société. Regardez la société. Je vois ce qui se publie. Je vois ce qui se publie et je me dis, et ce qui se publie dans des
pas dans des... Tu vois, ce qui se publie dans les plus grandes écoles nationales, supérieures du pays. Je vois par exemple, il y a création d'un collectif d'étudiants et d'ingénieurs qui a pour sigle EIES, c'est-à-dire entreprise illégitime dans l'enseignement supérieur, et qui dénonce, ce collectif, le lobbying forcené des grandes entreprises dans l'enseignement qui leur est prodigué. Parce que tu imagines bien que les patrons, ils vont faire leur marché dans ces grandes écoles, etc., où il y a assez peu d'ouvriers. Eh bien, des générations entières sont formées à des métiers qui disparaissent ou à des modes de production qui aggravent les crises au lieu de donner les clés pour les surmonter. Tu vois, c'est ça qui est terrible. Là, une polytechnique, Polytechnique, ça résonne, le défilé du 14 juillet, etc. Bon, Désertons, c'est un livre de Jeanne Mermet qui dit ceci: le capitalisme, et qui vient de paraître, le capitalisme est un ordre dominant qui, pour se maintenir, mène une guerre aux vivants partout sur la Terre à l'aide des sciences et des techniques. Et à cela, nous ne voulons pas participer. Tu vois, quand je vois qu'on en est à ce point, c'est-à-dire que l'idée d'une sortie du capitalisme, elle explose dans le pays. Moi, je vois des tas de gens qui réfléchissent à une sécurité sociale de l'alimentation, à une sécurité sociale de la culture. Tu vois, c'est-à-dire, ils reprennent un thème qui a existé, une manière de s'y prendre qui a existé, en disant mais on peut peut-être faire pareil aujourd'hui, pareil, ou en tout cas dans les conditions actuelles. Tu vois. Donc moi je me dis mais faut à tout prix, un parti comme le nôtre, il a complètement à voir ce qui se fait dans la société. Tu vois, c'est pour ça qu'on a écrit notre bouquin, le communisme qui vient. Parce que c'était souvent la première question qu'on avait avec Bernard Friot. On nous disait, mais vous ne croyez pas que c'est plutôt le Rassemblement national qui vient? Bon, alors on répondait en disant, oui, et on va vous expliquer pourquoi et comment on peut. Il n'y a pas de fatalité, etc. Mais évidemment, c'est une menace réelle. Mais la manière d'y répondre, justement, c'est de trouver des mots d'ordre qui sont dans la société. Tu vois, moi, un gars qui me dit, moi je réfléchis, j'en ai marre de voir les paysans qui disparaissent. J'en ai marre de voir les grands groupes de l'agro-business qui foutent qui mélangent, qui mettent du pesticide, des machins, etc. Troisièmement, j'en ai marre de voir les grandes surfaces. Et quatrièmement, les assiettes de mes gosses dans les écoles. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Alors c'est dans le domaine de la communication, de la consommation, pardon. Mais justement, ce qu'il veut, c'est sortir du capitalisme. Donc finalement, il y en a plein de communisme qui vient, si on sait le voir, si on sait le repérer dans notre histoire. Si on sait dire, oui, la CGT et le Parti communiste n'ont pas seulement fait que de compter les points et de dire comme nous sommes tristes parce qu'on ne peut pas aller au pouvoir, on ne peut pas... Tu vois, mais ils se sont battus. Et comme disait, c'est une phrase de Marx, il n'est pas nécessaire d'être au gouvernement pour faire des grandes choses. Alors ça ne veut pas dire, je reviens sur ce que je t'ai dit et j'insiste pas, ça ne veut pas dire que la question du gouvernement ne se pose pas, mais ça veut dire que c'est en amont, c'est par en bas. Le socialisme, c'est par l'État, c'est-à-dire par en haut, tandis que le communisme, c'est par en bas. C'est ce que je disais, hégémonie de, et pas hégémonie
au-dessus ou sur, tu vois. Et c'est cette démarche-là, quand tu vois tout ce qui grandit dans le pays, les formes nouvelles, les soulèvements de la terre. Tiens, je vais à la fête de l'humanité, je vois un stand, les radios locales, les médias, etc., qui existent et qui s'interrogent pour comment faire pour que les médias ne soient pas dans la poche d'une poignée d'actionnaires. Donc il y a des tas de médias comme le studio où nous sommes là et qui nous accueille et qui est formidable. Tu vois, il y a partout, on se dit, j'en ai marre de la concurrence sauvage entre les individus, j'en ai assez de vouloir, tu vois, de vouloir que l'autre se casse la gueule pour que je prenne sa place, j'en ai assez de tout ça, de la concurrence universelle. Et puis l'universalisme humain quand même, qui n'est pas complètement enterré. Tu vois, là, on dit anthropocène. L'époque que nous vivons, c'est l'anthropocène. Alors il y a le spécialiste de l'écologie suédoise, Andreas Malm, dit capitalocène. Comme ça, c'est encore plus... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une histoire aujourd'hui qui se lit dans le monde, qui est l'histoire de l'espèce humaine. Et par conséquent, il s'agit de mener les débats politiques à ce niveau-là. Je reprends à la phrase de l'historien que je lisais tout à l'heure. Est-ce que la planète va être habitable ou pas? Et ça, c'est une crainte, je vois chez des jeunes gens, tu vois, qui sont... Faut pas se laisser tétaniser par cette crainte. Je crois que c'est important de ne pas se laisser tétaniser par cette crainte. Moi, c'est ça que je vois comme risque dans le mouvement social. L'idée après laquelle c'est foutu, absolument, tu vois. Mais parce que nous avons il y a une double tradition en France. Il y a la prise de la Bastille. Il y a 1848, les barricades dans les rues de Paris. Il y a la Commune de Paris. Alors, à chaque fois, c'est détonnant, explosif, seulement on perd à la fin. La Révolution française, quand même, c'est une révolution bourgeoise. 48... Pas que, mais... Oui, pas que, d'accord, mais oui. Mais tu vois, 48, février 48, victoire sociale de la République, et au mois de juin, la Commune, quelques semaines, et c'est la semaine sanglante. C'est-à-dire, on voit bien qu'il y a une haine de la bourgeoisie pour tout ce qui touche à son pouvoir. Et son pouvoir, il est sur le travail, parce que c'est ça qui les rend riches à foison. Bon. Donc, ça existe. Et puis, en même temps, maintenant, je vois souvent chez des communistes, qui sont souvent des militants anciens, etc., et le seul rêve qu'ils ont, c'est un rêve d'union de la gauche, tu vois. Alors je te dis pas que... Enfin, c'est quand même petit, quoi. C'est pas à la dimension... Je ne veux pas dire qu'il faut pas faire l'union. Au contraire, contre l'extrême droite, le rassemblement de tous est absolument nécessaire. Mais nécessaire sur des bases. Moi, ce que je crois, c'est que tant qu'on demandera... des victoires électorales, c'est-à-dire de soutenir par un vote dans l'isoloir d'un type qui sera votre représentant, puis qui sera bientôt votre dirigeant, parce qu'il passe partout dans la télé, etc. Donc à un moment, il se dit, c'est moi qui décide. Bon. Et tu vois, donc tu es spectateur au fond de ta vie. On te dit, voilà, et il y a un gars qui va tout régler à ta place. C'est super. Bernard, je dois te dire que sur ce point-là, je le souligne quand même, parce que tout à l'heure, j'ai fait une mimique de visage, donc toi tu l'as vu, mais les gens l'ont peut-être pas vu. Je dois te dire que l'idée d'après laquelle l'isoloir isole, c'est la première fois que je l'entends. Elle est très vraie, et je pense qu'on a besoin de travailler un petit peu là-dessus, sur ce que ça veut dire comme système politique où on demande aux gens de s'isoler pour prendre des décisions, et de se cacher pour prendre des décisions. Je crois qu'on a besoin d'avancer. Alors en même temps, c'est se cacher pour ne pas être... pour la liberté, si tu veux. Tu vois, je décide, personne ne sait ce que j'ai voté. Mais enfin, quand même, toutes les femmes savent, et moi je crois à la révolte féministe, je crois à la pensée décoloniale dans un pays comme le nôtre, pour qui la guerre d'Algérie n'a pas existé, puisque c'était pas une guerre, tu vois. Et quand tu vois aujourd'hui le littoral méditerranéen, toutes les villes qui passent
au Front National parce que c'est les plus proches de l'Afrique. Pieds noirs, tu vois, bien sûr. hein, bah, les Arabes, bon voilà. Donc c'est quand même terrible. Alors oui, il faut à tout prix sortir de ça et donner. Faut rêver haut et grand. C'est Et une c'est bonne ça le conclusion, je pense. communisme pour moi. Il faut rêver haut et grand. C'est une bonne conclusion, je pense. Voilà. Merci Bernard. Ben, c'est moi qui te remercie de ta gentillesse et de ton accueil et de ta finesse. Ta finesse, ça me touche.